Je l'ai nourrie, vêtue, aimée, et c'est lui qui m'a enterrée vivante. Le regard vide, Mouna, assise à même le sol poussiéreux du marché d'Abobo, regarde les passants léviter comme une pestiférée. Ses habits, autrefois taillés sur mesure, pendent sur son corps, comme des souvenirs d'un passé qui s'effrite. Autour d'elle, les cris des vendeuses, les klaxons des gbaka, les chants des muezzins s'entrelacent dans une cacophonie étourdissante. Mais dans sa tête, il n'y a que le silence. Le genre de silence qui suit une trahison si profonde qu'elle arrache la voix. Son nom n'est plus qu'une rumeur, une tache dans la mémoire des autres. La grande Mouna, la femme d'affaires respectée, la mécène généreuse, aujourd'hui traitée comme une mendiante, chassée par la société qu'elle a tant servie. Le visage mangé par les rides, les mains tremblantes, elle tend une calebasse sale dans l'espoir que quelqu'un y laisse une pièce. Un jeune homme lui crache près des pieds. « C'est pas toi qu'on appelait maman des orphelins? Hé, voilà ta fin, hein? » Mouna ne lève même pas les yeux. Elle a entendu pire. Elle a vécu pire. Ce qu'elle endure aujourd'hui n'est qu'un reflet de ce qu'on lui a volé, sa dignité. Elle pense à son bureau, à ses tailleurs Chanel, à sa voiture climatisée, à ses déjeuners avec les ministres. Tout a disparu. Et au centre de cette débâcle, un seul nom résonne. Isaac, le garçon qu'elle avait trouvé abandonné, affamé, sanglotant dans les rues de Trècheville. Elle l'avait aimé comme son propre fils. Aujourd'hui, il est celui qui l'a précipité dans l'abîme. Mais dans les yeux fatigués de Mouna, une flamme continue de danser. Elle est là, petite, fragile, mais vive. Ce n'est pas la fin, elle le sait. Ce n'est que le début de sa renaissance. Elle ne veut pas seulement survivre, elle veut comprendre, elle veut reconstruire, et surtout, elle veut qu'il paie. Chaque larme versée, chaque humiliation subie, chaque nuit à dormir sur un carton sous le pont de Gaulle. Alors elle serre les poings, ferme les yeux et se promet de raconter son histoire. Pas pour qu'on la plaigne, mais pour qu'on sache, pour que le monde entende comment une femme, par amour, a tout donné, et comment un seul homme, par avidité, a tout pris. Ce jour-là, au milieu du vacarme du marché, Mouna a décidé que sa chute ne serait pas sa fin, mais le prologue d'une guerre silencieuse. Le ciel de Trècheville était chargé ce jour-là, épais de nuages et de poussière. Mouna sortait d'un rendez-vous tendu avec un fournisseur malhonnête, son esprit embrouillé par les chiffres et les menaces voilées. Elle avait traversé un raccourci derrière la gare routière quand un mouvement discret dans un tas d'ordures attira son attention. Elle s'arrêta. Ses talons s'enfonçaient dans la boue, mais ses yeux restaient figés sur une silhouette recroquevillée sous un morceau de bâche plastique. Le gamin ne devait pas avoir plus de 9 ans. Torse nu, couvert de poussière et de bleu, il tenait un morceau de pain moisi comme un trésor. Il leva lentement les yeux vers elle. Ce regard-là, Mouna sentit un frisson courir le long de sa nuque. C'était un mélange de peur, de défi et de douleur muette. Le genre de regard qui raconte une vie entière sans dire un mot. Elle s'approcha lentement, comme on s'approche d'un animal blessé. « Tu t'appelles comment ?» demanda-t-elle, sa voix douce, mais ferme. Silence. L'enfant recula légèrement, prêt à s'enfuir. Il avait les lèvres fendillées, les genoux couverts de plaies ouvertes. Des larmes salées traçaient des sillons sales sur ses joues. Il n'était pas juste abandonné. Il était brisé. « Je ne vais pas te faire du mal, » reprit-elle. Il la regarda encore, longuement, puis répondit dans un souffle à peine audible, « Isaac. » Ce prénom resta suspendu dans l'air, comme une promesse. À cet instant, quelque chose bascula en Mouna. Ce n'était pas une rencontre fortuite, c'était un appel. Elle tendit la main, il hésita. Puis, lentement,
posa ses doigts dans les siens. Ils étaient froids, tremblants, mais vivants. Sur le chemin du retour, Isaac ne disait rien. Il tenait fermement le sachet de Richaud que Mouna lui avait acheté. Elle l'observait du coin de l'œil, attentive au moindre geste. Ce silence, ce mutisme, ce repli, elle connaissait ça. Elle aussi avait grandi sans mère, élevée par une tante amère qui ne lui avait donné que des coups et des regards secs. Mouna s'était juré de ne jamais reproduire cette froideur. Alors, ce soir-là, en entrant dans sa maison, au décor soigné, au sol carrelé et au parfum de vanille flottant, elle annonça calmement à sa domestique « Il vivra ici désormais. Prépare-lui une chambre. » On la regarda, interloquée. Mais elle insista. Ce n'était pas de la pitié, c'était une évidence. Elle venait de recueillir un fils. Elle ne savait pas encore que ce geste d'amour deviendrait, des années plus tard, l'origine de sa chute. Isaac n'avait jamais dormi dans un lit. Ses nuits, jusqu'ici, s'étaient toujours déroulées sur du carton, parfois sur du sable chaud ou froid, selon la saison. Alors quand il entra dans cette chambre au sol luisant, avec des draps blancs et des oreillers moelleux, son cœur battait plus fort qu'un tambour de tam-tam. Il resta figé, sans oser s'asseoir. Les murs étaient décorés de tableaux abstraits. Une veilleuse projetait une douce lumière bleutée. Le frigo, dans le couloir, ronronnait paisiblement. Et la télévision, accrochée au mur, diffusait une émission de cuisine. Isaac n'osait pas y croire. Il se disait que c'était un rêve, un piège peut-être. On ne donne pas tout ça à un enfant des rues sans rien demander en retour. Mais Mouna ne lui demandait rien. Elle le regardait avec une tendresse qu'il ne comprenait pas encore. Pour la première fois, il s'endormit sans la peur d'être réveillé à coups de pied. Maïssa, la fille unique de Mouna, observait la scène depuis le haut de l'escalier. Âgée de 12 ans, elle avait grandi dans l'ombre éclatante d'une mère autoritaire mais aimante. Elle n'était pas mauvaise, juste possessive. L'apparition d'Isaac dans leur quotidien la troublait. Pourquoi ce garçon inconnu avait-il droit à une chambre à lui, à des vêtements neufs, à des sourires que sa mère ne lui faisait plus depuis longtemps? Mouna disait que c'était un acte de charité, que Dieu le leur rendrait. Mais Maïssa sentait bien que c'était plus que ça. Ce regard que sa mère posait sur Isaac, ce regard-là, elle ne l'avait jamais eu pour elle. Alors, en silence, elle commença à noter chaque détail, chaque moment où Isaac prenait plus de place, chaque instant où elle se sentait repoussée. Au fil des jours, Isaac s'habitua aux repas réguliers, aux cours particuliers, aux vêtements repassés et aux bains chauds. Mais il restait prudent. Il ne parlait pas beaucoup, souriait rarement et mangeait vite, comme si quelqu'un allait lui arracher son assiette. Mouna multipliait les gestes d'affection. Elle le présentait comme son fils adopté, et tout le monde l'applaudissait pour sa générosité. Mais derrière les rideaux de velours et les parfums de lavande, une fracture naissait. Ce n'était pas un orphelinat, c'était une famille. Et les familles ne sont pas toujours prêtes à s'agrandir sans douleur. Ce soir-là, alors que Mouna les embrassa tous les deux pour leur dire bonne nuit, Maïssa fixa longuement Isaac. Il avait déjà pris son lit, ses habits, et maintenant, le cœur de sa mère. Elle murmura pour elle-même « Il ne restera pas longtemps ici. » Et dans l'ombre, la jalousie planta sa première graine. Les premières semaines à l'école privée furent un choc pour Isaac. Il n'y avait pas de bousculade à la cantine, pas de coups pour voler ton pain, pas d'enseignants qui frappaient à la moindre erreur. Ici, les enfants avaient des sacs de marque, parlaient un français limpide et portaient des chaussures qui valaient plus que ce qu'il avait vu en une vie. Mais Isaac observait, silencieux.
méthodique. Il notait tout, les habitudes des professeurs, les stratégies des élèves brillants, les comportements de ceux qu'on respectait sans jamais élever la voix. Et surtout, il comprit très vite que le savoir n'était qu'une des clés. L'autre, plus invisible, plus redoutable, c'était le pouvoir. Savoir parler, séduire, manipuler. Il ne le savait pas encore, mais il était en train de devenir un maître du langage, un caméléon social. Le soir, à la maison, Mouna corrigeait ses devoirs avec patience. Elle avait découvert en Isaac une intelligence vive, presque inquiétante. Il comprenait vite, trop vite. Elle lui faisait lire des livres d'économie, de philosophie, même des extraits de contrats commerciaux. Et il absorbait tout comme une éponge. « Tu seras grand, mon fils », lui disait-elle souvent en souriant. Ce mot, mon fils, résonnait toujours dans le cœur d'Isaac. Il le caressait en silence, mais quelque chose en lui résistait. Il ne se voyait pas comme un fils, il se voyait comme un futur roi. Parfois, quand Mouna passait des appels pour son entreprise, il écoutait en cachette. Il retenait les noms, les deals, les erreurs. Dans son carnet secret, il dessinait des plans, idées de commerce, stratégies de marketing, projets qu'il imaginait. Le monde de Mouna le fascinait. Mais il voulait mieux. Il voulait tout. Un jour, alors qu'il aidait Mouna à trier de vieux documents dans son bureau, il tomba sur un vieux dossier financier. Il le lut discrètement pendant que Mouna était au téléphone. Ce document lui apprit comment l'entreprise s'était relevée d'un scandale fiscal. Il comprit que même les puissants pouvaient vaciller et que ceux qui savaient lire entre les lignes pouvaient les faire tomber. Cette nuit-là, Isaac ne dormit pas. Il regardait le plafond et pensait « Pourquoi devrais-je me contenter d'être le fils adopté? Pourquoi pas l'héritier ?» Il n'avait pas de nom, pas d'héritage, mais il avait le cerveau. Et désormais, il avait l'information. Il comprit que le monde ne donnait rien. Il fallait tout prendre. Mouna ne le savait pas encore, mais elle venait de nourrir une ambition qu'elle ne pourrait plus jamais contrôler. Mouna tenait entre ses mains le courrier officiel. Il était là, bien réel, frappé du sceau doré de l'Institut supérieur de commerce de Paris. Une école prestigieuse, réputée pour former les élites économiques du continent. Isaac avait été admis. Elle relut 3 fois la lettre, les larmes aux yeux. C'était plus qu'une réussite. C'était une victoire contre le destin. Elle revoyait encore ce petit garçon famélique ramassé derrière la gare de Trècheville et le comparait à ce jeune homme au regard perçant, au verbe affûté, à l'élégance presque instinctive. Son cœur débordait de fierté, mais une angoisse sourde s'infiltrait dans ses pensées. Cette école coûtait cher, trop cher, même pour elle. Les affaires étaient tendues depuis quelques mois. Des investissements hasardeux, un partenaire qui l'avait trahi. Les finances n'étaient plus aussi stables. Pourtant, elle ne voulait pas que ce rêve s'écroule. Ce soir-là, Mouna sortit un dossier rouge de son coffre. Dedans, le titre foncier de sa villa à Cocody, sa plus grande fierté. La maison qu'elle avait achetée après 20 ans de labeur, pierre après pierre, contrat après contrat. Elle fixa longtemps le document, puis appela discrètement son notaire. Hypothéquer la villa. Ce mot la frappa comme un revers en plein cœur. Mais elle le fit, sans en parler à personne. Pas même à Maïssa, qui commençait à montrer des signes de ressentiment. C'est pour Isaac, se répéta-t-elle en boucle. Il fallait qu'il parte, qu'il prenne son envol, qu'il devienne celui qu'elle n'avait jamais pu être. Elle n'achetait pas juste une éducation, elle achetait un futur. Et pour cela, elle était prête à tout, même à renoncer à sa propre sécurité, même à prendre le risque de tout perdre. La veille du départ, la maison vibrait d'émotions contenues. Isaac, vêtu d'un costume neuf, remerciait poliment, mais avec retenue.
Il n'était pas du genre à pleurer, ni à faire de grandes démonstrations. Mouna, elle, oscillait entre euphorie et inquiétude. Elle glissa une enveloppe dans la poche intérieure de sa veste. Dedans, il y a les numéros des gens de confiance à Paris. Et un peu d'argent pour commencer, dit-elle en évitant son regard. Isaac hocha la tête. Il ne dit pas merci, mais il serra sa main longtemps. Trop longtemps pour que ce soit anodin. Dans ce contact, Mouna crut lire de la gratitude. Elle ne savait pas que ce qu'il contenait, c'était surtout une promesse silencieuse. Un jour, je n'aurai plus besoin de toi. Lorsque l'avion décolla, emportant Isaac vers l'Europe, Mouna sentit son cœur se fendre, sans comprendre qu'elle venait d'armer elle-même la flèche qui la transpercerait plus tard. Paris. Dès qu'il posa le pied sur le tarmac de Roissy, Isaac sentit que quelque chose avait changé. Dans l'air, dans les regards, dans la vitesse des gens. Ici, personne ne s'arrêtait. Tout allait vite, trop vite. L'école qu'il intégra ressemblait plus à un club de milliardaires qu'à un établissement académique. Les étudiants ne venaient pas pour apprendre, ils venaient pour se positionner. Il les observait. Ils parlaient tous en code, se jaugeaient avec leurs montres, leurs chaussures, leurs noms de famille. Isaac, lui, n'avait rien de tout cela. Mais il avait la rage de réussir. Et surtout, il savait écouter. Il devint vite indispensable dans les groupes de travail, se faisant passer pour discret, loyal, travailleur. La vérité, c'est qu'il notait tout. Les faiblesses, les secrets, les ambitions de chacun. Et il les stockait, silencieusement, comme des munitions en attente. Il y eut ce jour, précis, où Isaac bascula. Un camarade de classe, fils d'un magnate camerounais, l'invita dans un rooftop privé du 8e arrondissement. Caviar, champagne, jeune femme en talons aiguilles et conversation en anglais feutré. Isaac n'avait jamais vu une telle débauche. Et pourtant, il s'y sentit étrangement à sa place. Lorsqu'on lui demanda ce que faisait sa famille, il répondit sans sourciller. « Mon père est dans l'import-export d'or. Ma mère est diplomate à Abidjan. » Un mensonge net, parfaitement assumé. Et les autres hochèrent la tête, satisfaits. Ce fut sa révélation. Dans ce monde, la vérité n'avait aucune valeur. Seule l'image comptait. Ce soir-là, il rentra dans sa petite chambre étudiante du 13e arrondissement, regarda le plafond, puis s'écria « Je ne retournerai jamais à Cocody comme un simple fils adopté. Jamais. » Isaac répondit de moins en moins aux messages de Mouna. Elle écrivait presque chaque semaine des nouvelles, des bénédictions, des conseils de prudence. Il répondait brièvement. Il n'avait plus envie d'être ce petit protégé de Treichville. Il voulait réécrire sa propre histoire. Il fréquenta des cercles de start-upers, des soirées où les investisseurs parlaient de millions comme on parle de sachets d'eau au marché. Il comprit comment lever des fonds, comment faire rêver des financiers, comment parler comme eux. Le savoir que Mouna lui avait transmis devenait une arme contre elle. Ce jour-là, dans un café du Marais, il rédigea sa première vraie note stratégique. Créer ma propre structure, détourner l'attention, revenir discrètement, reprendre le contrôle à la source. Mouna était encore son mentor, mais bientôt, elle deviendrait son obstacle. Et aucun obstacle ne résiste à Isaac. L'aéroport d'Abidjan brillait sous la chaleur moite du mois d'avril. Isaac descendit de l'avion en costume 3 pièces, valise à la main, lunettes de soleil sur le nez. Il avait changé. Ses gestes étaient mesurés, ses regards assurés. Sur le parking, Mouna attendait, débordante d'émotion. Elle courut vers lui, le serra dans ses bras. « Mon fils est de retour !» cria-t-elle, les yeux brillants. Il répondit avec un sourire discret. Tout était calculé. Il savait qu'il devait se montrer modeste, respectueux, effacé. C'était ainsi qu'on endormait la vigilance des anciens rois
avant de leur voler la couronne. Le soir même, un petit dîner familial fut organisé. Maïssa était là. Plus grande, plus belle. Elle aussi avait changé. Mais son regard, lui, restait acéré. Elle ne crut pas un mot du récit modeste d'Isaac. Elle avait grandi dans le silence des ressentiments. Elle sentait l'odeur d'un mensonge. Les jours qui suivirent, Isaac proposa son aide à Mouna pour l'alléger dans la gestion de l'entreprise. D'abord, elle refusa. Puis, elle céda, charmée par son humilité et son langage professionnel. Il se montra exemplaire, ponctuel, souriant, compétent. Il impressionna les employés, séduisit les partenaires. Certains disaient déjà qu'il incarnait la relève. Mouna se sentit fière et rassurée. Elle se disait qu'elle n'avait pas souffert pour rien. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Isaac prenait des notes. Encore, il copiait les systèmes de sécurité informatique, étudiait les flux de trésorerie, mémorisait les mots de passe. Chaque dossier qu'on lui confiait était scanné, sauvegardé, analysé. Il ne cherchait pas à apprendre, il cherchait à prendre. Et plus il avançait, plus le masque de la loyauté se collait parfaitement à son visage. Un matin, Isaac entra seul dans le bureau de direction. Mouna avait laissé son ordinateur allumé. Il hésita, puis s'installa sur le fauteuil. Il ferma les yeux, respira profondément. Un jour, ce siège sera le mien, pensa-t-il. Il savait que pour régner, il ne fallait pas faire peur. Il fallait inspirer la confiance, être le fils modèle, le conseiller fidèle, jusqu'au jour où la main qui bénit deviendra la main qui gifle. Ce jour-là, en ouvrant discrètement un fichier confidentiel, il tomba sur une ligne comptable étrange. Un trou noir dans les finances. Il sourit. Même les reines font des erreurs. Ce trou deviendrait sa clé. Le point faible. Le talon d'Achille. Il venait de trouver une brèche. Et cette brèche, il allait l'agrandir, jusqu'à ce que tout l'édifice lui tombe dans les mains. Mouna, elle, chantait dans la cuisine. Elle croyait avoir retrouvé son fils. En réalité, elle avait ouvert sa porte aux prédateurs. Maïssa n'était plus l'enfant jalouse de l'époque. Elle était devenue une jeune femme déterminée, étudiante en droit, brillante et redoutée dans ses prises de parole. Elle n'avait jamais pardonné à sa mère d'avoir fait d'Isaac un égal. Et maintenant qu'il revenait, encore plus charismatique, plus cultivé, plus admiré, sa rancœur se rallumait comme une braise sous la cendre. Pourtant, il y avait autre chose. Quand elle le croisait, elle sentait une chaleur étrange monter en elle, un trouble qu'elle refusait de nommer. Elle le détestait, mais elle l'admirait aussi. Un soir, alors qu'ils dînaient tous les trois, elle le fixa longuement. Il riait avec Mouna, racontant une anecdote de Paris. Ses gestes étaient mesurés, sa voix posée. Il avait l'assurance des hommes puissants. Et pourtant, ses yeux croisaient souvent les siens. Des regards trop longs, trop intenses. Quelque chose dans l'air changeait. Isaac avait tout prévu. Tout, sauf Maïssa. Il pensait qu'elle serait un obstacle facile à contourner, une fille gâtée, prévisible. Mais elle était brillante. Et il le savait. Elle ne l'avait jamais aimé, il le sentait. Pourtant, il décida d'inverser le rapport de force. Il commença à se montrer plus attentionné. Des compliments glissés avec justesse. « Cette couleur te va bien. » Ou « Tu as toujours eu cette intelligence tranchante, hein ?» Elle répondait froidement, mais ses yeux trahissaient son trouble. Isaac comprit qu'elle résistait. Et il aimait ça. Plus une cible était difficile, plus la victoire était douce. Il ne voulait pas vraiment d'elle, mais il savait que si Maïssa tombait, Mouna baisserait toutes ses défenses. Alors, il persista. En apparence, il jouait au frère idéal. En secret, il semait les graines de la confusion. Il n'y avait pas de désir sincère. Il n'y avait qu'un plan.
Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans le salon, Isaac la rejoignit. Il s'assit en face d'elle, un verre de jus à la main. Le silence entre eux était pesant, tendu, presque électrique. Il la regarda droit dans les yeux et dit « Tu sais, je ne suis plus le petit Isaac que tu méprisais. » Elle ne répondit pas, mais elle ne détourna pas non plus le regard. Ce fut le moment précis où tout bascula. Un regard trop long, trop dense. Il venait de franchir une ligne. Elle le savait, lui aussi. Mouna entra quelques secondes plus tard, rompant l'instant. Mais le mal était fait. Ce regard était une promesse, un défi, peut-être même une provocation. Cette nuit-là, Maïssa ne dormit pas. Elle se répétait « C'est un manipulateur, un danger ». Mais dans le miroir, elle vit ses joues rosies, son cœur battant. Et elle comprit avec horreur qu'elle était en train de tomber dans le piège. Tout commença par une alerte bancaire. Une somme inhabituelle, discrète mais significative, manquait sur un compte d'opération. Mouna fronça les sourcils. Elle connaissait chaque ligne de ses finances comme ses propres veines. Elle pensa d'abord à une erreur, une écriture oubliée. Mais après vérification, le doute s'installa. Quelqu'un avait transféré l'argent, depuis un accès interne, en 2 opérations masquées. Elle convoqua rapidement le comptable, qui balbutia. Puis la chef de caisse, qui nia. Son visage, d'habitude si serein, se crispa. Elle sentait un frisson glacé remonter le long de sa colonne. Quelqu'un, ici, la trahissait. Quelqu'un dans son cercle de confiance. Et plus encore, quelqu'un de très intelligent. Car les opérations étaient presque indétectables. Mouna commença à perdre le sommeil. Elle répétait souvent à voix basse « Qui aurait osé ? Chez moi ?» Isaac, lui, était impeccable. Présent aux réunions, brillant dans ses présentations, il proposait même des solutions pour mieux sécuriser les comptes. Ironique. Il devint vite la personne à qui Mouna confiait la mission d'enquêter, discrètement. Elle le voyait comme un garant, une sentinelle. Il jouait le jeu à la perfection, proposant d'interroger certains employés clés, suggérant même que les nouveaux recrutements étaient peut-être infiltrés. Il semait les soupçons partout, sauf sur lui. Il jouait avec les peurs de Mouna, et en même temps, la consolait avec une main sur l'épaule, une voix douce, rassurante. « On va trouver, maman. Je suis là. » Elle le regardait avec reconnaissance, aveuglée par l'amour, par la dette morale. Elle ne voyait pas que le verre était déjà dans le fruit, et qu'il portait le nom de celui qu'elle avait nourri à la cuillère. Quelques jours plus tard, un chauffeur fut renvoyé, accusé à tort. Il était analphabète, mais portait un bracelet en or neuf, cadeau de sa femme pour leur anniversaire. Ce détail fut présenté comme une preuve de dépenses suspectes. Mouna, brisée de devoir trancher, décida de le licencier. Isaac lui avait soufflé que, parfois, il faut faire des choix difficiles pour la sécurité. Elle signa la lettre en silence. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle croisa le regard de Maïssa. Sa fille ne disait rien, mais ses yeux la jugeaient. « Tu ne vois donc pas ce qu'il fait ?» semblait-elle dire. Mais Mouna détourna le regard. Elle n'était pas prête. Pas encore. Le poison d'Isaac était lent, doux, enveloppant, et comme tout bon poison, il agissait sans douleur, jusqu'à l'effondrement final. Le jour de la nomination, Mouna organisa un petit cocktail dans la salle de conférence de l'entreprise. Des fleurs discrètes, quelques gâteaux et une centaine d'invités triés sur le volet. Partenaires, collaborateurs fidèles, membres de la famille. Mouna, habillée d'un pagne tissé à la main, rayonnait. Ses mains tremblaient un peu en tenant le micro, mais sa voix était ferme. « Il y a 20 ans, j'ai trouvé un enfant abandonné. Aujourd'hui, cet enfant est devenu un homme. Et ce matin, j'ai signé l'acte qui fait de lui mon bras droit officiel. » Applaudissements. Sifflets d'approbation.
Isaac, debout à ses côtés, afficha un sourire humble. À l'intérieur, pourtant, son cœur battait avec la régularité d'un tambour de guerre. Il venait de recevoir plus qu'un titre. Il venait de recevoir un levier. À partir de ce jour, tout changea dans l'entreprise. Isaac gérait les rendez-vous, les fournisseurs, les recrutements, les relations clients. Il imposa de nouvelles procédures, plus efficaces. Certains anciens grognèrent, mais Mouna les rassura. Il faut faire confiance à la jeunesse. En réalité, elle cédait du terrain sans s'en rendre compte. Isaac prenait de plus en plus de décisions seul. Il signait des contrats, négociait des rabais, lançait même de nouveaux projets sans toujours la consulter. Il justifiait ses actes par la modernité, la rapidité nécessaire à la survie économique. Et Mouna le laissait faire. Elle le voyait comme un prolongement d'elle-même, une version masculine et brillante de sa propre ambition. Ce qu'elle ne voyait pas, c'est que ce fils n'agissait plus pour elle, mais pour son propre trône. Un soir, alors qu'il était seul dans le bureau de Mouna, Isaac s'assit dans le fauteuil directorial. Il posa ses pieds sur le bureau, regarda autour de lui. Il y avait autrefois des photos de famille, des diplômes encadrés, des souvenirs d'entrepreneurs. Il avait commencé à les retirer, une par une. À leur place, il affichait des graphiques de croissance, des photos de soirées avec des investisseurs étrangers, des certificats de formation. Il redessinait les murs à son image. Puis il ouvrit un tiroir, en sortit un vieux cadre, la photo de Mouna, avec lui, adolescent, souriant dans les bras de la femme qui croyait l'avoir sauvé. Il regarda la photo longuement, puis la replaça dans le tiroir et le referma, fermement. Bientôt, pensa-t-il, bientôt, ce nom au fronton de l'immeuble, ce ne sera plus le sien, ce sera le mien. Ce fut un simple appel. Un fournisseur, pourtant ancien et fidèle, appela Mouna en privé. « Je voulais juste confirmer, c'est vraiment vous qui avez approuvé la modification du contrat avec Bamako ?» demanda-t-il d'un ton méfiant. Mouna, surprise, fronça les sourcils. Elle n'avait pas vu ce document. Elle nota les détails, raccrocha et consulta les archives. La signature y était, la sienne. Mais elle n'en gardait aucun souvenir. Elle interrogea son assistante, qui lui répondit « C'est Isaac qui a déposé le contrat. Il a dit que c'était urgent. » Un frisson la parcourut. Elle avait confiance, bien sûr, mais quelque chose n'allait pas. Elle vérifia les signatures précédentes. Il y avait une légère différence dans le trait, presque imperceptible. Sauf pour une femme qui connaissait sa propre écriture comme on reconnaît sa voix dans le noir. Une imitation, fine, précise, presque parfaite, mais pas elle. Elle voulut d'abord appeler Isaac, le confronter, mais sa main resta figée sur le téléphone. Une tempête tourbillonnait dans sa poitrine. Et si c'était une erreur, une mauvaise interprétation? Il avait tant fait pour elle. Il avait sauvé l'entreprise à plusieurs reprises, avait su s'imposer avec élégance. Était-ce concevable qu'il la trahisse? Que ce garçon, qu'elle avait sorti des ordures de Trècheville, soit en train de la manipuler depuis le début? Elle se leva, fit les 100 pas dans son bureau. Elle revoyait son regard d'enfant, sa main froide dans la sienne, le jour où elle l'avait accueilli. Elle voulait croire, elle voulait s'accrocher à ce passé. Mais l'ombre d'un doute s'insinuait, lentement, comme un poison dans l'eau claire. Ce soir-là, à la maison, Isaac préparait le dîner. Il avait enfilé un tablier, plaisantait avec Maïssa, qui semblait d'humeur complice. Mouna les observa depuis le couloir. Ils formaient un tableau presque idyllique. Une famille moderne, belle, soudée. Et dans ce tableau, elle était censée être la mère comblée. Alors, elle fit taire ses soupçons. Elle rangea le dossier, ferma le tiroir et força un sourire. «
Tu as encore cuisiné ton foutou à ta façon, hein? Tu vas me voler la vedette, lança-t-elle en s'approchant. Isaac rit, sincèrement, ou presque. Elle ne savait plus. Elle s'assit, mangea. Mais le goût du foutou lui sembla amer. Comme si quelque chose d'irréversible venait de commencer à s'effondrer, doucement, sans bruit. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce soir-là, un autre contrat falsifié était en train d'être signé, à son nom. C'est par une photo que tout bascula. Une simple photo, envoyée par erreur sur le groupe WhatsApp familial par une cousine distraite. On y voyait Maïssa, resplendissante, dans une robe blanche au tissu brodé, tenant le bras d'un Isaac en boubou sobre, mais élégant. Derrière eux, des fleurs, une arche, un imam en train de bénir leur union. Mouna mit quelques secondes à comprendre ce qu'elle voyait. Son cœur s'arrêta. Elle relut le message 10 fois. « Félicitations à nos nouveaux mariés. Quelle union bénie. » Le sang quitta son visage. Une sueur glaciale perla sur son front. Elle se leva lentement, les jambes flageolantes, et entra dans le salon où Isaac et Maïssa discutaient comme si de rien n'était. Elle les fixa et posa la question, d'une voix sèche, étranglée. « C'est vrai ?» Un silence pesant s'installa. Isaac se leva. Maïssa baissa les yeux. Puis il répondit « Oui, on s'est mariés samedi. » Mouna sentit le sol se dérober sous elle. Elle chancela, posa une main contre le mur pour ne pas tomber. « T'es mariée, sans me le dire ?» hurla-t-elle à sa fille. Maïssa essaya de parler, mais sa voix mourut dans sa gorge. « Et toi ?» cracha-t-elle en se tournant vers Isaac. « Tu veux donc tout prendre, hein? Tu m'as volé mon entreprise, maintenant tu veux ma fille? » « Ma fille ?» La colère de Mouna était viscérale, animale. Elle tremblait de rage, son regard était celui d'une femme trahie au plus profond de son être. Elle frappa la table de sa main ouverte, renversant un vase. Les éclats tombèrent au sol, comme les restes d'un monde qui s'effondre. Isaac resta impassible. « Ce n'est pas contre toi, dit-il. C'est entre Maïssa et moi. Ce qu'on vit ne te regarde pas. » Cette phrase, ce fut la gifle de trop. Il venait de la rayer, d'effacer son rôle, sa place, son existence. Ce soir-là, Mouna n'accepta aucun repas. Elle resta enfermée dans sa chambre, dans un silence douloureux. La douleur ne venait pas seulement du fait qu'ils s'étaient unis sans elle. C'était la sensation d'avoir été trahi dans sa chair. Isaac, celui qu'elle avait sauvé, venait de lui ravir tout ce qu'elle avait de plus cher. Et Maïssa, sa propre fille, s'était laissée prendre par le serpent qu'elle avait nourri. Elle comprit que l'amour qu'elle avait donné n'avait pas été reçu, mais utilisé. Le lendemain matin, elle quitta la maison, sans bruit, une simple valise, un regard en arrière, aucun mot, juste une lettre posée sur la table du salon. « Je vous laisse la maison. Le silence sera ma réponse. Dieu jugera. » Et ainsi, la reine déchue quitta son palais. Le royaume était entre les mains de celui qu'elle croyait avoir sauvé. L'ironie, il ne lui avait jamais demandé d'être sauvé. Le premier matin, loin de chez elle, Mouna se réveilla sur un banc de fortune, sous un hangar désaffecté du quartier de Williamsville. Le béton était froid, les moustiques voraces, et l'humidité lui collait à la peau. Elle, la femme qui avait été conviée à des sommets économiques, dormait désormais parmi les vagabonds, les oubliés, les sans-voix. Son foulard en soie, dernier vestige d'une vie passée, était taché de poussière. Elle ne pleurait pas. Plus maintenant. Il y avait une limite aux larmes, et elle l'avait dépassée. Chaque pas dans les rues lui rappelait un souvenir. Un chantier inauguré, une boutique ouverte, une association lancée, tout ça balayé. Comme si elle n'avait jamais existé. Elle marchait tête baissée, espérant que personne ne la reconnaisse. Mais l'ironie du destin, c'est que les gens ne voient plus ceux qui tombent.
Elle était invisible. Mouna tenta de trouver de l'aide. Une ancienne amie de l'église, partie en Europe. Un ancien associé, trop occupé. Elle alla même frapper chez une cousine éloignée, à Yopougon. La porte s'ouvrit à moitié. « Ah, Mouna, tu sais, ici c'est petit, hein? Et puis mon mari n'aime pas les histoires. » La porte se referma sans qu'elle ait pu dire un mot. Elle erra ensuite jusqu'au marché d'Adjamé, où elle croisa l'un de ses anciens employés. Il la reconnut. Il détourna les yeux. La honte. Voilà ce qu'elle lisait dans chaque regard. Pas la compassion, la gêne. Elle ne mangeait qu'un pain rassis par jour, partagé avec une autre femme sans abri qui ne lui posait aucune question. Le soir, elle regardait les lampadaires s'éteindre un à un, se demandant comment tout avait pu basculer aussi vite. Le monde était passé d'une cage dorée à une fosse sans fond. Un jour, alors qu'elle tentait de laver ses vêtements dans l'eau sale d'un caniveau, un petit garçon la fixa longuement. Il tenait la main de sa mère. « Maman, c'est pas la dame des journaux, là? Celle qui faisait les dons aux orphelins? » La mère le tira aussitôt par le bras. « Ne regarde pas ça. Ça. Pas elle. » Mouna sentit quelque chose se briser définitivement. Son nom, son image, son humanité même, tout avait été dissous dans l'oubli. Mais dans cette détresse, elle sentit une colère sourde naître en elle. Une voix intérieure, ténue mais ferme. « Ils t'ont enterrée vivante, mais tu n'es pas morte. » Le sol ne pouvait plus s'effondrer. Elle avait touché le fond. Et au fond, il n'y avait plus qu'une direction possible, remonter. Elle ne savait pas encore comment. Mais elle savait pour qui. Pour elle. Et rien que pour elle. Il avait plu toute la nuit. La toiture de fortune qui servait d'abri à Mouna avait fui, trempant ses vêtements et son dernier cahier. Elle resta assise en silence, le cahier sur les genoux, les pages gondolées, les lignes floutées. Mais elle ne pleura pas. Au contraire, elle sentit une chaleur monter en elle, une colère douce, calme, ancienne. Pas celle qui détruit, celle qui répare. Ce matin-là, elle décida de marcher jusqu'à un petit centre communautaire dont elle avait autrefois financé la construction. Personne ne se souvenait d'elle. Ce fut presque un soulagement. Elle proposa de nettoyer les sols, de cuisiner, d'enseigner aux femmes à lire. On la regarda avec méfiance, mais on accepta. Ainsi, chaque jour, Mouna reprit contact avec le réel, le dur, le brut, mais aussi l'humain. Elle lavait, elle coupait, elle enseignait et elle écoutait. Elle reconstruisait une dignité que rien ne pouvait lui enlever. Ce qu'elle vit dans ce centre, c'était la même détresse qu'elle avait oubliée. Des femmes battues, des jeunes filles abandonnées, des veuves ignorées. Elle comprit que sa richesse d'avant l'avait éloignée des vraies douleurs du monde. Elle se rappela pourquoi elle avait entrepris, au début, pas pour briller, mais pour créer un impact. Et dans ce dénuement, elle retrouva son sens. Elle devint peu à peu la maman du centre. Pas Mouna, la PDG. Pas Mouna, la bienfaitrice. Juste Mouna, la femme debout. Chaque jour, elle écrivait dans un carnet prêté par une jeune bénévole. Ses idées, ses souvenirs, ses douleurs, mais aussi ses stratégies. Car elle n'avait pas oublié. Elle n'avait pas pardonné. Et elle n'était pas morte. Elle regardait le ciel chaque matin, murmurant « Tu m'as relevé. Maintenant, guide-moi. » C'est un jeudi qu'elle croisa Fatim, une ancienne journaliste, tombée en disgrâce après avoir dénoncé un scandale d'État. Fatim reconnaissait Mouna, non pas comme l'ex-dirigeante ruinée, mais comme la femme de combat qu'elle avait toujours admirée. Autour d'un bol de gari chaud, elles parlèrent longuement. Fatim avait des contacts, des compétences. Une chaîne YouTube, oubliée. Une rage intacte. Ce qu'on t'a fait, il faut que le monde sache, mais pas avec des larmes,
avec des faits, avec la vérité. Mouna hésita. Puis elle ouvrit enfin les vannes. Elle raconta tout. Les contrats falsifiés, le mariage dans le dos, l'entreprise volée et le regard glacial de celui qu'elle appelait autrefois « mon fils ». Ce jour-là, quelque chose de nouveau naquit. Pas une vengeance aveugle, une justice patiente, invisible. Fatim sourit. On va tout reconstruire, mais cette fois, ils ne verront rien venir. Installés à une petite table en bois, à l'arrière-cour du centre communautaire, Mouna et Fatim posèrent les bases de leur alliance. Elles n'avaient pas d'argent, pas de réseau politique, pas de sécurité, mais elles avaient quelque chose d'inestimable, la vérité et rien à perdre. Fatim sortit un vieux carnet noir rempli de noms, de dates, de numéros. « Tu crois qu'Isaac est fort? Il est juste protégé par le silence des autres. Mais le silence, ça se casse. Et moi, je sais où taper. » Mouna, d'abord hésitante, reprit confiance. Elle connaissait les rouages de son ancienne entreprise, les failles du système qu'Isaac avait renforcées, mais pas créées. Elle savait où chercher. Ensemble, elles mirent en place un plan simple, mais redoutable. Rassembler les preuves, pièce après pièce, témoignage après témoignage. Elles contactèrent d'anciens employés virés par Isaac. Certains acceptèrent de parler. D'autres envoyèrent des documents, de l'intérieur. Fatim utilisa sa chaîne YouTube oubliée, Vérité d'Afrique, pour tester une stratégie. Publier de petites vidéos anonymes sous forme de témoignages masqués. Pas de nom, pas d'accusation directe, juste des faits, des fuites, des extraits de documents. Le public accrocha immédiatement. Les vidéos devenaient virales. Certains y voyaient des coïncidences, d'autres une vérité qui dérange. Les hashtags « Le Fils de »,« Personne » et « Vol sans trace » commencèrent à circuler sur les réseaux. Isaac, dans sa tour dorée, ne s'en inquiéta pas. Pour lui, ce n'étaient que des rumeurs populaires, sans fondement. Mais chaque vidéo affaiblissait sa crédibilité. Dans les coulisses, des partenaires commençaient à poser des questions. Et dans son équipe, certains se méfiaient. Pendant ce temps, Mouna observait, sans intervenir. Elle voulait qu'il tombe, de sa propre hauteur. Un jour, Fatim reçut un message codé d'un ancien collaborateur d'Isaac, un mail d'entreprise contenant des traces de transferts financiers vers un compte offshore au nom d'une société fictive enregistrée à Dubaï. Mouna reconnut immédiatement le code utilisé. C'était le sien, son nom, son tampon numérique. Isaac n'avait pas seulement volé ses actifs. Il utilisait encore son identité pour couvrir ses détournements. Ce fut la goutte. Ce document, c'était la clé. Il fallait l'utiliser. Mais pas trop vite. Pas frontalement. Il fallait d'abord laisser Isaac s'enfoncer. Le laisser signer un dernier gros contrat, avec une fausse société qu'elles avaient discrètement mise en place, sous un nom étranger. S'il mordait, elle le tiendrait. Mouna regarda Fatim dans les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Pas un sourire joyeux, un sourire de guerre. Il a volé ma vie. Maintenant, il va goûter à ma vérité. La société écran s'appelait Global Trade Solutions. Un nom propre, discret, sans odeur, sans histoire. Fatim avait monté les papiers à la perfection. Faux site web, faux investisseurs, faux projets miniers. Isaac, trop occupé à préparer son prochain gala d'investisseurs, n'y vit que du feu. Mouna, elle, ne parlait pas. Elle regardait les vidéos postées par Fatim montées en audience. Des témoignages d'ex-employés, des preuves floutées, des tableaux de chiffres. Les langues se déliaient. Mais rien ne lierait formellement Isaac, tant qu'il ne signerait pas ce contrat. Et justement, il était là, posé sur son bureau. 10 pages lisses, apparemment bien ficelées. Des termes techniques,
des clauses alléchantes, un montant énorme, un accord de partenariat à plusieurs milliards de francs CFA. Isaac ne résista pas. Il signa. Le cachet de l'entreprise tomba dans l'encre comme un coup près. Le contrat fut immédiatement transmis à Global Trade Solutions. Fatim, depuis un cybercafé de Treichville, activa le protocole. En quelques clics, elle envoya le document à une journaliste d'investigation internationale avec laquelle elle avait travaillé autrefois. Le soir même, une enquête exclusive tomba. Un magnate ivoirien accusé de blanchiment et de détournement sous faux nom. Les documents étaient floutés, mais les indices étaient trop précis pour être ignorés. Les réseaux explosèrent. La presse locale reprit l'affaire. Les partenaires d'Isaac commencèrent à l'appeler. Certains exigèrent des explications. D'autres suspendirent leur contrat. Et pendant qu'ils s'agitaient pour sauver les apparences, un audit judiciaire fut lancé. La pression monta. Dans son bureau, pour la première fois depuis des années, Isaac sentit une sueur froide couler dans son dos. Quelque chose n'allait pas. Quelqu'un l'avait visé. C'est en allumant la télévision qu'il vit son propre regard reflété dans le mensonge. Un reportage diffusait un extrait vidéo de lui, au gala de la semaine précédente, vantant la transparence et l'éthique. En bas de l'écran, Isaac Konaté, sous enquête pour fraude internationale. Il saisit la télécommande, la lança contre le mur. Le verre éclata. Son téléphone vibra encore. Appel, email, journaliste, juriste. Il était acculé. Pour la première fois, vulnérable. Ce soir-là, seul dans le noir, il descendit dans la cave de l'immeuble, là où personne ne venait jamais. Il s'assit. Et là, sur une vieille chaise en bois, il revit tout. Treichville, la boue, Mouna, la main tendue. Il murmura « C'est pas possible ». Mais il savait. Au fond, il savait. Une voix surgit dans sa mémoire, douce, mais ferme. Tout ce que tu prends sans amour, tu le perdras sans pitié. Et Mouna, quelque part dans la nuit, reprenait le contrôle, sans bruit, sans haine, mais avec justice. Le tribunal économique d'Abidjan était plein à craquer ce matin-là. Journalistes, avocats, investisseurs, curieux. L'affaire Isaac Konaté contre l'État était sur toutes les lèvres. Personne n'avait encore vu venir le vrai témoin de la matinée. Lorsqu'elle entra, la salle s'arrêta de respirer. Mouna, droite, digne, vêtue d'un simple cabas, pagne blanc cassé, pas de bijoux, pas de maquillage, juste la force tranquille d'une femme qui n'a plus rien à prouver. Les murmures se propagèrent. Les regards se tournèrent. Isaac, menotté, pâle, détourna les yeux. Elle marcha jusqu'à la barre, d'un pas lent, assuré. Chaque pas était une victoire sur l'humiliation. Le juge leva la tête. « Madame Mouna Doumbia, souhaitez-vous témoigner ?» Elle hocha la tête, et pour la première fois, depuis des années, elle parla. Sa voix était grave, posée, sans haine. Elle raconta. Tout, du début à la fin. Aucun cri, aucun reproche. Juste la vérité. Il n'y eut pas d'effondrement spectaculaire, pas de cris, pas de gifles publiques, juste le poids implacable des preuves, des faits, des témoignages, orchestrés avec soin. Isaac, dans son arrogance passée, avait signé sa propre condamnation. Le verdict fut annoncé 2 semaines plus tard. Culpabilité reconnue, interdiction de gestion d'entreprise, gel des avoirs et peine de prison ferme. Mais pour Mouna, la victoire n'était pas judiciaire. Elle était symbolique. Elle avait regagné son nom, son intégrité, son histoire. Le peuple, lui, avait choisi son camp. Les femmes l'applaudissaient dans les marchés. Les jeunes citaient ses mots dans les écoles. Elle était redevenue une figure, pas une star, une mémoire vivante. Et cela, Isaac ne pourrait jamais lui voler. Des mois plus tard, dans un centre réhabilité en école pour jeunes filles, Mouna donnait une conférence.
Elle parlait d'entrepreneuriat, de résilience, de trahison. Elle n'évoquait jamais Isaac par son nom. Elle disait simplement « Celui que j'ai aimé comme un fils m'a arraché tout ce que j'avais construit, mais il n'a pas pu détruire ce que j'étais. Et ça, mes filles, c'est votre vrai capital. Vous. » Dans l'assistance, une jeune fille leva la main. Elle avait les yeux pleins de larmes. « Maman Mouna, vous avez pardonné ?» Mouna sourit. Un sourire lent, sincère. Elle répondit « J'ai libéré mon cœur, mais je n'oublie pas. L'oubli n'est pas sagesse. Il est trahison envers soi-même. » Puis elle se leva, tourna le dos au micro et regarda l'horizon, là où tout avait commencé, là où tout recommençait. Pendant des mois après le mariage, Maïssa avait tout donné. Elle croyait que leur union était réelle, que l'amour d'Isaac pour elle était vrai. Elle l'avait défendu contre vent et marée, même lorsque sa mère l'avait mise en garde. Elle avait coupé les ponts, sacrifié son sang pour un homme. Mais au fil des semaines, Isaac changea. Il devint distant, absent. Froideur dans les regards, silences à table, réunions tardives. Un soir, en consultant leur relevé de comptes communs, elle découvrit avec horreur que tous les avoirs avaient été vidés, transférés, dissous dans des paradis fiscaux. Leurs comptes étaient vides. Elle confronta Isaac. Il ne nia pas. Il haussa les épaules. « Tu croyais qu'on s'était mariés par amour ?» Le monde s'écroula. Elle n'était pas une épouse. Elle était un pont, un passage, un outil. Il la quitta le lendemain. Juste comme ça. Pas de lettre. Pas d'explication. Il prit une valise et disparut. Les domestiques l'évitèrent du regard. Le personnel de l'entreprise ne lui parlait plus. Elle n'existait plus. Pire encore, elle portait désormais son nom, mais plus aucun statut. Elle tenta de retirer de l'argent. Rien. Même ses économies personnelles avaient été siphonnées. Isaac avait tout orchestré. Elle n'avait aucun contrat de mariage, aucune preuve de ses droits, aucun recours. Et le pire, c'est qu'elle s'en voulait à elle-même. Elle repensait à sa mère, à ses mises en garde, à ses silences, à son regard, ce soir-là, quand elle avait osé dire « Je fais ma vie, tu ne peux pas comprendre ». Mais Mouna avait tout compris. Elle, non. Elle resta enfermée pendant des semaines. Ses cheveux ternes, ses yeux creusés, ses mains tremblantes. Puis un jour, elle prit un pagne, une paire de sandales, et marcha vers le centre communautaire, vers celle qu'elle avait rejetée, vers sa mère. Elle arriva à la fin d'une conférence. Mouna parlait d'amour-propre, de résilience, d'intégrité. Quand Maïssa entra, elle crut qu'elle allait fuir. Mais non, elle s'approcha, tremblante. Les yeux humides, elle murmura « Il m'a tout pris. Maman, même moi. » Et Mouna la regarda, longtemps, puis tendit la main, lentement. Maïssa tomba à genoux, en pleurs, tenant cette main comme une bouée. Il n'y eut pas de mots, juste le souffle du pardon. Ce jour-là, Mouna retrouva sa fille, pas comme avant, mais comme une femme qui avait tout perdu, pour enfin comprendre. Il y a des histoires qu'on n'oublie jamais, pas parce qu'elles font pleurer, mais parce qu'elles nous rappellent ce que signifie être humain, ce que signifie aimer trop fort et perdre tout, ce que signifie faire confiance et être trahi par la main qu'on a nourrie, ce que signifie se relever, seul, dans le silence des ruelles oubliées. Mouna était une reine sans couronne. Elle régnait avec le cœur, elle bâtissait avec l'âme. Mais comme toutes les reines trop bonnes, elle attira les vautours. Elle ouvrit sa maison, son entreprise, son lit maternel, à un enfant des rues. Elle l'éleva, le lava, l'aima, et il lui planta un couteau dans le dos, sans trembler. Mais ce qu'Isaac ne savait pas, c'est qu'on peut voler une maison, une entreprise, même une fille, mais on ne peut pas voler l'âme d'une femme debout,
parce que les vraies reines, même quand elles tombent sur leurs genoux et prient. Et dans leur silence, elles préparent le retour. Mouna n'a pas détruit Isaac. Elle ne l'a pas tué. Elle l'a laissé s'écrouler sous le poids de sa propre avidité. Elle a repris sa fille, son nom, sa lumière, et elle a laissé la justice faire ce qu'elle sait faire, réveiller le monde. Cette histoire, ce n'est pas seulement celle d'une trahison, c'est l'histoire de toutes les Mounas, ces femmes qui donnent tout, qu'on brise sans remords, mais qui, un jour, se lèvent et ne s'excusent de plus jamais d'exister.